bienvenue à tous, bienvenue aux capsules du sport avec notamment Léo ici présent. Vous me connaissez peut-être dans notre ancien podcast qui s'appelait Léo Rugby Club. Aujourd'hui, on va parler de sport insolite dans ces capsules de sport. Je vous demande d'accueillir Damien. Salut Léo et salut à tous. Salut, ça va? Et cette fois, j'ai pas oublié de te lancer dans ton micro là, c'est bon. Ton micro est allumé, Nickel, c'est nickel, c'est on va bien. parfait. Alors, de nouveau, je rappelle un peu le principe de notre podcast. L'idée, c'est de présenter en fait différents sports insolites, donc soit peu connus, soit insolites au sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire des trucs surprenants, un peu fun, hein, on va dire ça comme ça, parce que nous on aime le fun. Et l'idée c'est surtout quand même que c'est un minimum de retentissement. Il faut pas que ça soit non plus un sport totalement obscur. Il faut notamment qu'il y ait une sorte de championnat du monde par exemple. Il faut que voilà, il y ait un Mhm. certain rayonnement. Il peut être amateur par contre, mais en tout cas Mais il alors faut une certaine justement, organisation. du coup, le sport d'aujourd'hui, tu le rangerais dans quelle catégorie? Alors pour moi c'est dans la première catégorie. Moi je dirais que c'est un sport effectivement qui vraiment est un sport qui est peu connu. Sauf si tu considères que ce sport est Ou si t'es pas connu, anglais. mais au sens plutôt, je dirais, non, je dirais plutôt au sens loisir. Sport loisir. Sport Oui, loisir, c'est connu en France. tout à Sport fait. professionnel, c'est beaucoup plus insolite. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on va parler du coup avec tous ces indices? Peut-être l'avez-vous deviné, mais on l'a dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, quand on a fait le précédent podcast. On va parler de fléchettes. Exactement. Et les fléchettes, je dois vous dire qu'on a des trucs à raconter. Je m'entendais pas en étudiant le sujet à avoir autant de trucs à raconter, mais finalement, C'est je vois dingue. pas mal de choses. C'est Tu, assez tu veux, tu veux, hallucinant. tu veux nous faire l'histoire des fléchettes, qui est le patron du game, ce qui sont les patrons Qui du sont les game, patrons du et etc. même les patronnes, puisqu'il y a aussi des femmes Et les qui sont patronnes, aussi exactement. championnes de fléchettes. Il y a même des compétitions mixtes, on en parlera un tout petit peu. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire Il y a plein de finalement, trucs alors à que dire. moi au début je pensais que c'était un petit truc délirant entre nous deux sur un sport qui était plutôt... En France c'est sport loisir de bar. Enfin, en Angleterre aussi. Mais, mais ils l'ont Sauf que pris quand c'est sérieusement. télévisé comme ça l'est en Angleterre, on peut plus considérer tout à fait ça comme un sport insolite ou pour le fun. C'est-à-dire que il y a Exactement. quand même de sacrées sommes d'argent et rien que pour vous donner un ordre d'idée, on a des cash prizes qui montent jusqu'à 2 millions de livres. Ah non, mais on va vous raconter tout ça. Ça va être assez hallucinant. Ce sport est assez hallucinant. Et c'est un sport qui finalement est assez méconnu en France. Et pourtant, il y a des clubs hein, en France. Et on en reparlera donc de tout ça, comme d'habitude, comme on fait pour chacun des sports. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver donc en ce moment sur Twitch, bien évidemment en live. Et puis vous retrouverez le replay de l'émission sur notre chaîne YouTube. Et après, bien sûr, sur la version audio du podcast qui est diffusée sur l'ensemble des plateformes de podcast pardon, que vous connaissez. Apple Podcast, Spotify, tout ça, Deezer. Vous pouvez nous retrouver partout. Eh bien, est-ce que tu es prêt, Damien? Nickel. Allons-y. Let's go. Darts. Il est mort de rire, Damien. Let's go darts. Mais en Ah plus, ouais, tu le dis avec un tel entrain et en même mais temps, ouais. quand tu regardes les retransmissions télé de ça, ils sont à fond, Ils effectivement. sont... Il y a tout un décorum derrière. Mais on va vous montrer 2, 3 petites vidéos. C'est génial. Enfin, je pense que ceux qui n'ont jamais vu de fléchettes en live ou à la télé dans des replays, c'est franchement fantastique de voir ce genre de compétition. Alors, déjà, d'où ça vient les fléchettes? Alors, en anglais, ça s'appelle dart throwing, donc lancer de fléchettes. Enfin, je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est un sport compétitif qui a vu le jour au Royaume-Uni, de manière plus globale, vers les années 1860. Voilà, donc c'est né dans cette époque-là. Et à l'époque, ils appelaient ça des missiles pointus. D'accord, en anglais, Oui. missiles pointus sur une cible ronde qui s'appelait une cible de fléchette, donc c'était vraiment pas compliqué à comprendre. Et en fait, comme d'autres sports comme le tir à l'arc, il y a des zones en fait qui sont marquées à l'intérieur, et plus vous êtes près du centre, plus vous marquez de points. C'est le Et successeur du tir à l'arc, en fait, finalement, quoi. exactement. Ensuite, il y a eu des variantes autour de la manière dont la cible est constituée, la manière dont les Beaucoup. points sont répartis sur la cible, et au fur et à mesure que ces variantes se sont développées, certains ont émergé pour devenir ensuite les versions des sports professionnels. Sache également que l'origine de la forme, notamment tout ce qui est autour du tir à l'arc et des fléchettes, la forme de la cible est liée au fait que ça remonte probablement au fait qu'on coupait des tronçons enfin, on coupait des troncs d'arbres. Et quand on coupe un tronc d'arbre, qu'est-ce qu'il y a quand tu le prends en tranche? Bah, Eh des ben, cercles il y a concentriques. les rayons, quoi. Il y Exactement, a les les rayons. cercles concentriques. Exactement. Donc la forme de la cible vient de cela. Et donc on a également un truc assez drôle, c'est que le terme originel de la cible de fléchette en anglais, ça s'appelait
but, enfin but, mais Oui, but, B-U-T, oui. qui Ouais. vient du français but, en fait, c'est-à-dire objectif, cible. Ils nous Donc, font pas croire que c'est quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes, hein. Il y a forcément la France alors, quelque part. le sport a été inventé même, mais les mots, ils en prennent quand même souvent français. Faut qu'ils se l'avouent, Le les Français. vocabulaire, effectivement, voilà. Il y a beaucoup de mots qui viennent du français hein, en anglais. Et donc ensuite, le système de points, qui est numéroté de manière standard, a été conçu par Brian Gamlin en 1896 pour pénaliser la précision. C'est-à-dire, plus moins on est précis, plus on est loin du centre, plus moins on gagne de points. Et ensuite, il y a eu donc plusieurs configurations. Et il faut savoir qu'en fait, bien Voilà, sûr, ça a connu un gros succès dans les pubs anglais. Ce sport, bien évidemment, c'est pour ça qu'en France, d'ailleurs, on joue ça dans les bars. Hein. clairement un sport de pub. Exactement, c'est un sport de pub. Et en fait, au fur et à mesure, les surfaces ont changé, la matière a changé, les fléchettes sont devenues de plus en plus professionnelles avec des plumes d'oie qui permettent ainsi de stabiliser la trajectoire de la fléchette qui a été lancée sur. Alors au début, c'était vraiment du bois, la cible était en bois, puis au fur et à mesure, Ouais. c'est devenu notamment un chimiste. Il faut savoir qu'un chimiste qui s'appelle Ted Leggett et propriétaire de pub Frank Dabbs ont commencé à utiliser l'agave pour la matière qui constitue la cible, parce que c'est des plantes en fait qui permet d'avoir vraiment ce côté très qui retient bien la flèche. C'est-à-dire que quand elle se plante, elle est plantée, c'est pas un problème. Et surtout, ça abîme moins puisque derrière, enfin, visiblement, la structure qui a été mise en place permet aussi à la flèche de moins, comment dire, marquer le bois sur le long terme. Exactement. Donc du coup, les cibles duraient plus longtemps. Exactement. Et donc, globalement, il faut bien comprendre que, au fur et à mesure que le temps qui passe, eh bien, la forme de la cible, donc on va vous montrer ensuite des vidéos, des images de la cible et des fléchettes, et donc des formes de lancer de fléchettes se sont imposées. Mais c'est quand même aujourd'hui un sport qui est très pratiqué au Royaume-Uni, en Irlande, dans les pays donc anglo-saxons. Mais ça commence tranquillement à se développer dans d'autres pays, et notamment aux Pays-Bas. Je vous Alors raconterai les légendes de ce alors sport par la suite, et oui, parce que d'autres parce que du nations. du du coup, c'est comme le cricket, c'est-à-dire qu'en fait, un truc, qu'aiment bien les Anglais, bah, forcément, il va y avoir les Hollandais qui vont y jouer, quoi. Et les Néerlandais qui sont pas loin, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, ils sont jamais très loin, quoi. Le cricket, c'est le cas. Alors bon, c'est pas anglais, mais le baseball, c'est le cas, par exemple. Mm. Mais voilà, donc tout ce qui est un peu sport chelou et de préférence, hein, inventé par des Britanniques, les Hollandais, vous les retrouvez pas très loin généralement Juste le derrière. rugby où ils sont pas très forts. Mais bon, c'est assez C'est vrai, l'exception. c'est On vrai. va plutôt parler de sport individuel en fait. Ils aiment bien les sports individuels anglo-saxons. Voilà donc pour un peu l'historique de ce sport. Je sais pas si tu avais d'autres choses parce que je vais passer aux Oui! règles. Tu as autre chose? Alors Vas-y. j'ai une autre, Ouais, vas-y. j'ai une analogie à faire par rapport à l'émission d'il y a 2 semaines justement. Un Ouais, petit peu comme pour la pelote basque. ouais. Les variantes, eh bien, sont développées en parallèle les unes, vis-à-vis des autres. Tout comme on avait par exemple des variantes de telle ou telle vallée, puisque du coup c'est quand même une région assez accidentée, le Pays basque, vous aviez telle ou telle variante de la pelote basque selon la vallée où vous vous trouviez ou la région où vous vous trouviez au sein du Pays basque, eh bien, Mhm. c'est pareil pour les fléchettes. C'est-à-dire que si vous étiez à Manchester, vous n'alliez pas jouer aux mêmes règles que si vous étiez à Hull, par exemple, sur la côte de la mer du Nord, ou si vous étiez à Londres également. Bref, chaque région, d'une certaine façon, avait sa variante alimentée elle-même par le réseau de pubs de la région donnée, justement. Donc c'était finalement autant de mini flèches, enfin, de mini fédérations de fléchettes informelles en Ouais, quelque sorte, de c'est mini vrai. compétitions de fléchettes informelles, mais qui avaient chacune leur propre variante, quoi. Donc c'était vraiment nébuleux. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on va parler des règles des fléchettes, justement, pour introduire ensuite des variantes qui existent autour de ce sport. Je vais donc, comme d'habitude, vous montrer les images de des vidéos, pardon, de Nin Explains, comme d'habitude. Ah, mais il a même fait ça, lui? Ah, mais oui, mais tu te dis, mec, il a tout Mais fait. c'est mais c'est C'est dingue ça. incroyable. Alors, il a fait la variante 501, j'expliquerai ça tout de suite après. Ah Mais oui, voilà. globalement, les règles de ce sport sont assez simples. Globalement, il faut gagner le plus de manches, de legs, comme ils disent, ou le plus de sets que son adversaire. Le jeu est généralement un affrontement de deux adversaires, donc l'un contre l'autre, hein, un contre un. Et l'idée, c'est de marquer bien sûr le plus de points possible en lançant des fléchettes sur une cible. Chaque joueur a droit à 3 lancers par derrière la ligne, ça s'appelle des hotch en anglais,
Et la cible est environ située à 2,37 m. Non, je ne vais pas parler en pouces parce que c'est trop compliqué. 2,37 m. Et le centre de la cible est environ 1,76 m au-dessus du sol. D'accord. La cible, comme vous voyez ici, est divisée en différentes sections. Il y en a 20, en fait, sections que vous voyez sur le côté. Vous voyez les nombres qui sont sur le côté. Et chaque section, en fait, est divisée ensuite en anneaux. L'anneau extérieur, c'est le double de points de la section quand vous mettez la flèche dedans. Et l'anneau intérieur, c'est le triple. Non, c'est l'anneau intérieur qui est le triple. Et donc, ça vaut 3 fois la section de la cible. Ensuite, le centre extérieur vaut 25 points et le centre intérieur vaut 50 points. Voilà. Ce qui fait que le triple 20, c'est ce que vise d'ailleurs, c'est ce que cherchent souvent à viser les lanceurs. C'est ça. Et ils essaient de viser le triple 20. Ça porte plus de points que de cibler le centre. C'est très contre-intuitif, effectivement, puisque du coup, en fait, on s'imagine comme le tir à l'arc ou comme n'importe quel jeu de précision, qu'il faut amener son engin, son missile, son artefact, appelez ça comme vous voulez, au le plus proche possible de la cible. Et en fait, non, en fait, comme ce sont des systèmes de multiplicateurs, eh bien, quand on fait simplement le calcul, eh bien, l'endroit de la cible qui rapporte le plus de points n'est pas le centre. Mm, C'est assez fou, mais je pense tout que à c'est fait. vraiment le truc fondamental à savoir pour le Ouais, coup, pour ce qui est des fléchettes dites modernes, ou exactement. internationales ou de compétition, quoi. Ouais. Donc la variable la plus connue est le 501. Le 501, c'est une variable donc, qui a pour objectif d'atteindre. Vous avez 501 points. Les deux joueurs ont 501 points. Et l'idée, c'est d'atteindre 0 points. Donc en gros, plus vous marquez de points, plus vous retirez de points En fait, de votre total voilà, de 501 points. vous marquez pas de points, vous décomptez vos points, en fait. Exactement. Et donc à chaque passage à la cible, vous lancez 3 fléchettes pour marquer autant de points que possible, descendre ce total. Et donc quand vous atteignez vers le 0 point, il y a comme une règle qui est importante, c'est que le dernier lancé pour atteindre 0 doit être un double obligatoirement ou le centre intérieur, donc le 50 points. Ah ouais. Il faut obligatoirement finir comme ça. Sinon, si vous n'atteignez pas ce 0 pile poil, il faut vraiment viser 0 point à la fin, eh bien vous restez, vous avez terminé vos 3 lancers et vous devez donc revenir à votre total précédent avant les 3 lancers. Ce qui n'est pas évident, hein, c'est pas facile du tout. Ce qui est dur. Ce qui est super dur. Et donc, bien sûr, le premier qui atteint 0 point pile poil remporte la manche avec cette règle du dernier lancé qui vaut double. Ensuite, dans des tournois en général, il y a des sets. Et en fait, pour gagner un set, il faut gagner 3 manches sur 5. Et donc ensuite, bien sûr, le joueur qui gagne le plus de sets gagne. Voilà. Ce qu'on appelle un best of three, si vous connaissez un petit peu le jargon, notamment en e-sport, le BO3, best of three, voilà. Exactement. Après, il y a d'autres variantes. Il y a le 301, donc c'est la même chose, mais avec 301 points. Vous avez le bounce out. Le bounce out, c'est si une fléchette touche la cible mais n'y reste pas, elle ne marque pas de points. Il y a le double start. Et certains jeux nécessitent de commencer par un double, donc il faut démarrer par un double avant d'y aller. Le outshot, c'est si vous pouvez terminer en 3 fléchettes ou moins, c'est un outshot. C'est-à-dire que vraiment, vous faites la fin avant 3 fléchettes. Et il y a le fameux 9 dart finish, c'est un perfect. C'est-à-dire que, en fait, pour descendre Ah oui. 501 points, le minimum de fléchettes qu'il faut, c'est 9 fléchettes. Et donc, si vous faites la fin de votre tour, c'est ce que vous voyez un peu à l'écran, si vous faites la fin de votre manche, si vous la faites en 9 fléchettes, on appelle ça un perfect. Et bien sûr, c'est la folie dans le public. C'est génialissime, c'est énormissime. Donc Mais voilà. même, Oui, pardon. même quand vous arrivez à faire 3 fois le triple 20, c'est comme un home run au baseball, quoi. Mm. C'est comme un strike en bowling. C'est un événement. Exactement, c'est un vrai, la foule se lève, la foule est en folie, le public est en folie. Il faut que vous voyez, il est vraiment, enfin, c'est effectivement très intéressant de voir ça en vidéo. Si vous pouvez voir le replay sur YouTube, on va vous montrer quelques images des matchs et vous verrez que le public, mais ils sont à fond. Ils Hmm. montent des panneaux 180 parce qu'en fait, faire un 3 fois triple 20, parce que 3 Voilà. fois triple 20, ça fait 3 fois 660 points, donc 180 points. Donc Donc c'est le t'as des maximum. panneaux 180 et tout, ils sont comme ça à fond, c'est génial. Enfin, c'est C'est vraiment le la grand chelem. folie. Voilà. C'est le grand chelem, exactement, et Hmm. c'est la folie. Et donc aujourd'hui, très clairement, ce sport est devenu extrêmement populaire en Angleterre, populaire au Royaume-Uni en fait de manière globale, et ça marche du tonnerre, ça marche à fond là-bas. Et comme tu l'as dit, les joueurs professionnels commencent à gagner extrêmement bien leur vie.
Il commence. Alors, tu mentionnais l'Irlande, c'est pas encore tout à fait le cas, même s'il y a quelques champions irlandais. C'est surtout britannique, hein. C'est C'est vrai, vraiment, surtout les Gallois, les Écossais et les les Anglais. Gallois, Tu as les raison, Écossais qui emboîtent le pas aux Anglais. c'est vrai. C'est surtout les Anglais, hein, c'est les patrons, Hmm, bien entendu. Mais à côté de ça, oui, enfin, moins les Irlandais, ouais, plus d'accord. les Britanniques en général, ouais. D'accord. En tout cas, voilà, c'est les règles du jeu. Je sais pas si tu as encore des choses à compter, parce qu'après, je vais passer aux légendes. Je vais passer aux Bah, personnages un peu je mythiques. pense que la transition est toute trouvée. Effectivement, les patrons du game sont des Anglais, mais pas que, visiblement. Non, mais on va parler des Anglais quand même au départ. Bien Je te- entendu. bah oui, autant commencer par la nation dominante d'abord, hein, parce que sinon ils vont m'en vouloir, même si je les aime pas les Anglais à cause du rugby. On va commencer pour raconter donc les sportifs légendaires. Je te propose de commencer par Phil Taylor, surnommé The Power. Oui, parce qu'il faut savoir que chaque joueur un peu connu du circuit professionnel, ils ont un surnom. Tous Bah, et toutes, qui s'appelle Phil the Power Taylor. ça Euh, va avec l'esprit bar, justement. Exactement, c'est clair. Et c'est une des figures les plus emblématiques du monde des fléchettes. Il est né en 1960 à Burslem, en Angleterre, et il est considéré comme vraiment l'un des plus grands joueurs de fléchettes de tous les temps. Hein, aujourd'hui, L'un de enfin, ceux qui a le plus gagné de championnats du monde, exactement. voilà. Il a dominé le sport pendant plus de 2 décennies. Il a eu un total impressionnant de 214 victoires dans les tournois professionnels, Ah ouais. dont un record de 85 titres majeurs et 16, pardon, et 16 championnats du monde. C'est dire 16 titres mondiaux. 16 titres mondiaux. 7. 16, mais 16. Ah non, bien 16. 16. C'est Ah bien non, 16. 16, mec, c'est. C'est pas mes oreilles Ah, qui t'ont qui fait m'ont des tours. trahi. Non. C'est-à-dire que Alors, c'est 16 championnats du monde. C'est hallucinant. Alors, il y a une anecdote assez intéressante à propos de Taylor, c'est qu'il n'a pas toujours été un joueur de fléchettes professionnel. En fait, il a travaillé dans l'industrie céramique et il a fabriqué des poignées de rouleaux de papier toilette. Ah, c'est ça son job à l'époque, gagnant 52 pounds pardon, par semaine. Et c'est sa femme Yvonne qui lui a offert un jeu de fléchettes pour son anniversaire, ce qui lui a finalement conduit à jouer professionnellement. Tu imagines, c'est c'est un presque cadeau de du sa femme. népotisme. En fait, sa femme ne lui a pas offert que des fléchettes, elle lui a offert une carrière. C'est terrible, c'est fort. Je trouve ça très Ouais, très fort, hein, c'est vrai. de faire ça. Et de plus, donc, il a été parrainé par Eric Bristow, pardon, un autre grand nom des fléchettes, qui lui a prêté L'autre. 10 000 pounds pour l'aider à démarrer sa carrière professionnelle. Donc Donc, c'est toutes des rencontres, des circonstances, de la chance également. c'est un storytelling de ouf, ça. C'est-à-dire qu'en fait, on Exactement. a une légende qui lance, qui met sur orbite une autre, en fait. Exactement. Et donc, vous voyez, là, c'est lui. Que vous voyez à l'écran pour ceux qui sont sur Twitch et YouTube. Et donc, c'est un joueur absolument légendaire. Et aujourd'hui, il est aujourd'hui un des symboles. Voilà, les 180, vous voyez, les 180 là. Ils sont à fond. Voilà. Et donc, vraiment, c'est effectivement un joueur, Phil Taylor, de Power. Donc voilà pour ce sportif. Je vais ensuite vous présenter quelqu'un qui s'appelle Raymond van Barneveld. Raymond van Barneveld, surnommé Barney, c'est C'est un en joueur de irlandais. fléchettes bien C'est sûr, un Irlandais. et c'est un néerlandais. Il est né à La Haye en 1967 et il a commencé à jouer aux fléchettes en 1984. Il a eu 5 titres mondiaux à son actif. Il faut savoir, je vous expliquerai, enfin, on vous expliquera après que les titres mondiaux, en fait, il y a deux championnats du monde différents, Oui, c'est le bordel. jusqu'à récemment, parce que ça a changé depuis le Covid malheureusement. Et il est le seul à avoir remporté en fait des championnats du monde dans les deux types de championnats du monde. Et donc, il a été notamment double champion de l'UK Open, de la Las Vegas Desert Classic, le Grand Slam of Darts, le Premier League. Enfin, il a gagné tout, quoi. Il faut être Ça, très clair. imaginez que ce sont des grands chelems en tennis, en fait. C'est C'est ça. globalement ça. Mm. Il y a une saison mondiale avec des tournois, il y a 2 circuits mondiaux en même temps qu'il y a 2 championnats du monde. Mm. Et là, imaginez que ce que vient de dire Léo, c'est justement qu'il a gagné l'Open d'Australie, il a gagné l'US Open, etc., Roland Garros. Voilà, on est vraiment sur ce genre de grands événements qui jalonnent le calendrier mondial. Pendant que j'explique, sur ceux qui sont sur Twitch et YouTube, vous pouvez voir donc quelques images de Van Barneveld. Une anecdote de nouveau intéressante, c'est que bien qu'il soit naturellement gaucher, Raymond joue avec sa main droite. Il est gaucher Ok, naturellement et il joue avec sa main droite. Et en 2018 également, il a annoncé son intention de prendre sa retraite après les championnats du monde de fléchettes. Voilà. Mais après une défaite, bon, bah, il a annoncé en fait. Enfin, pardon, en 2020, il avait annoncé son intention de défaite. Et en 2019 aussi, il avait annoncé sa retraite. Donc en fait, il a annoncé sa retraite plein de fois. En fait, d'accord. à chaque fois, mais il revient. À chaque fois. Donc il est encore en activité aujourd'hui, il faut le savoir. Alors qu'on est en 2023.
Et bien sûr, il a eu un impact énorme aux Pays-Bas, hein, sur la popularité des fléchettes aux Pays-Bas. Et donc, bien sûr, c'est l'un des joueurs les plus accomplis. Et en plus, il a une sorte de, voilà, il a une sorte de gueule. C'est assez fou. Trop. Il a une gueule de ouf. Je trouve en tout cas. Et Et il donc, du passe pas coup, inaperçu, ouais. ouais, exactement. Euh, Autre chose, du coup, par rapport à une autre emblème, ben, on va parler d'un Français. Oui. Parce qu'il y a un Français qui, Alors, il y en a deux techniquement, oui, mais il y en a un qui a réussi quelque chose que les autres n'ont pas fait. exactement. Tu veux en C'est d'être parler ou pas? champion d'Europe. Ouais. Ouais, alors déjà, il est champion d'Europe, mais surtout, il a quand même été finaliste d'un championnat du monde. C'est quand même assez, assez impressionnant. Je sais pas si on parle de la même personne, en tout cas, c'est Thibaut Tricol. Ah non, moi je pensais à Ah, Jacques ok. Labre. Eh Tu ben voilà, vois? tu vois. Il y a deux Français. Deux Français qui Donc sont Thibaut dans Tricol, le lot. effectivement, finaliste du championnat du monde, Jacques Labre, champion d'Europe. Voilà. Yes. Thibaut Tricol, surnommé de French Touch. Voilà, ils n'ont pas été très originaux. Ouais, ils n'ont pas été très originaux, les Anglais. C'est un joueur professionnel donc, de fléchette également et il joue actuellement dans les événements de la World Darts Federation, de la Professional Darts Corporation. Et il est le premier joueur français à avoir atteint effectivement une finale de championnat du monde de fléchette. Et aujourd'hui, il est vraiment reconnu par ses pairs anglais, hein. Il a vraiment acquis le respect des joueurs anglais. Et c'est pas une mince affaire quand on est français, hein, par rapport à ça. Il a débuté en 2010 et il a remporté plusieurs tournois, on va dire secondaires de second niveau en Grèce, en France, etc. et en Europe. Et surtout, donc, il a réussi à se qualifier pour la finale des championnats du monde BDO 2020 en tant que Alors, qualifié d'Europe de l'Ouest. Et donc, voilà. alors, BDO 2020, exactement. BDO qui n'existe plus, Oui, on en parlera justement, et du coup, qui a été remplacé par une autre structure. exactement. Et je vais te parler d'une dernière personne parce que ça m'a complètement surpris quand j'ai fait mes recherches. Il y a une japonaise. Alors, parmi les meufs, justement, puisqu'on est parti sur ça, Ouais. parmi les meufs, il y a bien entendu la japonaise, mais la japonaise, elle a succédé aussi à une légende. C'était alors, Trina Gulliver, donc techniquement, c'est Katrina Gulliver, et qui était en fait comme Eric Bristow, qui était la première, la trailblazer en quelque sorte, la pionnière, celle qui a montré la voie et qui a justement commencé un petit peu à hyper tout ce qui était fléchette au féminin. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une japonaise qui truste les, Alors, les, euh, les, les podiums alors. elle a surtout réalisé des exploits en fait qui fait qu'elle est très connue. Après, c'est toujours les Anglaises hein, qui dominent le sport, bien évidemment, mais la japonaise a réussi en fait d'exploit de gagner deux championnats du monde. C'est ça qui est très très fort. Et en fait, elle est née en 1982 à Kagawa au Japon, et c'est une joueuse qui a été surnommée Mikuru Miracle. Mirakulu Suzuki. Donc ça s'appelle The Miracle Suzuki. Et elle est donc double championne du monde BDO en 2019 et en 2020. Parce qu'elle a remporté deux fois de suite en fait. C'est ça qui est fort, c'est qu'elle a remporté 2 années de suite. Et elle a surtout, à l'âge de 36 ans, remporté les tournois asiatiques en 2019. Et elle a donc abattu la championne en titre, Lisa Ashton. Et on voit le match là, de la version 2020 où euh, elle a, elle a, préservé son titre, acquis en 2019. Exactement contre la même, hein, Lisa Ashton. Lisa Ashton qui est une joueuse énorme hein, en Angleterre, c'est une légende en Angleterre. Et elle a réussi donc à la battre une deuxième fois en 2020. Elle a conservé son titre. Et c'est vraiment très très fort. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une anecdote amusante sur elle, c'est qu'après avoir perdu de justesse contre une autre légende qui s'appelle Phil Taylor, il y a des tournois mixtes en fait, des Ouais. femmes peuvent rencontrer des hommes. Là, elle a rencontré Phil Taylor lors d'un match virtuel pendant le Covid, c'est comme très très fort. Elle a dit que c'est à ce moment-là qu'elle a dit, suite à ce match-là, bah, en fait, j'ai envie de, 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 de continuer à connaître cette ambiance. En fait, anglais, ça l'a manqué, hein, le Covid. Du fait qu'elle a Bien sûr. manqué cette ambiance, et donc elle envisage de déménager au Royaume-Uni. Alors, elle l'a toujours pas fait aujourd'hui, mais vraiment, elle a dit, j'ai envie de déménager au Royaume-Uni pour continuer à jouer, notamment pour les événements PDC. Et donc, bah, elle est encore jeune hein, pour les fléchettes. Elle a 30, maintenant 30, vu qu'elle avait 36 ans en 2019, elle a aujourd'hui 40 ans, en Mhm. fait. Et donc, elle a dit, bah, je peux encore jouer pendant 20 ans, sans problème. Oh Il n'y bah, a pas de souci.
D'ailleurs, un joueur peut concourir pendant très longtemps en fléchette, Oui, ça peut aller jusqu'à la soixantaine, il n'y a aucun souci là-dessus. clairement, ouais. Donc voilà, et donc c'est une légende en Angleterre, au Japon, puisque j'ai vu deux trois interviews d'elle. Elle a commencé à lancer un mouvement de joueuses professionnelles japonaises ensuite dans son Carrément. sillage. Ah oui, 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 elle a vraiment lancé le truc derrière. Il y a très peu de joueuses et de joueurs de fléchettes pro au Japon, mais finalement elle a entraîné tout le monde. Donc Ok. voilà, j'ai fait le tour. Je sais pas si tu avais d'autres personnes en vue. Ah mais un sacré tour effectivement. Mm. Si, alors il y a quelques champions aussi qui ont, enfin voilà, qui ont brillé par le passé. Alors que ce soit par exemple chez les filles, il y avait une Russe effectivement, Ouais. Dobromyslova. On a aussi par exemple pendant un moment on avait un Singapourien. Sauf que c'est un Singapourien qui techniquement est américain. Ah, Donc c'est pas la même, c'est pas le même. Voilà. C'est-à-dire qu'en pas le fait même c'est un délire, ouais. Singapourien, mais c'est pas tout à fait quelqu'un qui représente exactement son pays. C'est plus comment dire, un exilé qui vient représenter son pays lors Mm. de grands événements, etc., etc. Je vois. Donc il n'y a pas forcément une grosse scène là-bas. Mais on a quelques fulgurances comme ça. Il y a un Croate aussi, par exemple, qui a gagné quelques championnats également. On a voilà. Quelques Hollandais maintenant qui ont amené aussi, du coup, dans leur sillage, quelques Belges à gagner des tournois majeurs. Bref, ça bouge, c'est pas si mal. Ça bouge. Après, les Anglais restent toujours dominants, mais c'est normal, hein. Ouais. C'est les rois du game. Après, bon, ça bougera un jour peut-être, hein, de toute façon. Plus il y aura de pays qui joueront, mieux il y aura plus il y aura d'équilibre possible avec les Anglais. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec les plus grandes compétitions? Alors ben oui, on va parler des différents circuits alors dans ce cas-là. Alors, on va parler. Moi, je vais me concentrer sur les championnats du monde. Parce que c'est déjà une histoire en soi, en fait, les championnats du monde. Et Bah, toi, si tu veux te il y a eu concentrer sur les jusqu'à autres tournois. 3-4 championnats du monde à un moment donné, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin. Oui, alors il y en a surtout eu deux. Moi, d'après les choses que j'ai vues, il y en a surtout eu deux. Il y en a effectivement, donc initialement, c'était organisé comme un événement annuel entre 1978 et 1993. Et ensuite, il y a eu deux organisations, puisqu'il y a eu une scission qui a eu Oui, c'est lieu. très anglais. Oui, c'est très anglais. Entre Le rugby à 13, voilà, c'est pareil. et donc, il y en a une qui a été portée par la British Dart Organization, donc BDO, BDO en français, et la Professional Dart Corporation, la PDC ou PDC en français. Donc, chacun d'entre eux avait organisé leur propre championnat du monde. L'un avait lieu en janvier, l'autre avait lieu en décembre. Bon, en fait, non, l'un avait lieu en décembre et l'autre en janvier, donc c'était très près, en fait. Hein. C'était quasiment juxtaposé. Et donc, il n'y a plus eu de champion du monde unifié dans le sport pendant près de 3 décennies. Hein. Il n'y a pas eu de champion. C'est un peu comme la boxe. C'est ça. Il y a WBC, WBO, etc. Et donc la version BDO remonte à 1978. Ça a été organisé la première fois au Heart of Midlands Nightclub à Nottingham. C'était la première fois que ça a eu lieu. Et ensuite, elle a été déplacée à Stoke City, où elle est restée jusqu'en 1985. Donc depuis 2019, jusqu'en 2019, c'était organisé ailleurs, etc., etc., jusqu'à aller à l'O2 Arena de Londres quand même. Hein. Là, les derniers événements de la BDO jusqu'à sa disparition. L'O2 Arena, C'était à l'O2 effectivement. Arena de Londres. Malheureusement, suite au Covid, le BDO s'est liquidé en 2020. Et donc, la World Darts Federation a annoncé qu'il y aurait eu probablement une autre version, mais elle n'a toujours pas vu le jour. Et donc, il n'existe plus de version BDO Si, de bien ce sûr que je qu'il vois. a eu le jour. Ah ouais. Si, si. Si, il y a eu un champion en 2022. Ah oui, d'accord. Bah, Neil Duff, nord-irlandais, qui bat Thibaut Tricol, justement, le français. Ah, ok. Voilà. Non, il y a bien Oui, à c'est nouveau WDF du coup. 2 C'est championnats du récent. monde. Alors rajoute à ça effectivement un troisième championnat du monde qui était le championnat du monde informel, un petit peu comme ce qu'on a en rugby avec le Hong Kong Seven, qui a longtemps été le championnat du monde informel de la discipline. Vous aviez le tournoi News of the World aussi, et Ah. qui là par contre a commencé en 47 et qui s'est arrêté en 1990. Hmm. Et c'était le championnat avant qu'il y ait un championnat officiel, puisque du coup que je dise pas de bêtises, la fédération mondiale s'est créée quelque part dans les années 70, quelque chose comme ça, 80, 78, quelque chose comme ça. Eh bien, c'était le championnat informel, c'est-à-dire que il n'y avait pas de fédération, donc il n'y avait pas forcément de hiérarchie dans les tournois, personne ne s'organisait par rapport à ça. Et du coup, le tournoi qui rapportait le plus, ou qui avait le plus de prestige, eh bien, c'était celui-ci, D'accord. sponsorisé, vous l'aurez compris, par le magazine du même nom, le tabloïd du même nom. Hmm. Je vois.
Donc oui, tu as tout à fait raison, parce qu'en plus dans mes notes, je vois qu'un peu plus tard, la WDF est à organiser en 2022 et la prochaine édition c'est en décembre 2023. Mm. Et du coup, que se passe-t-il du côté de la PDC? Eh bien, ça existe depuis 1994 après, donc suite à cette scission, et ensuite il y a un groupe de joueurs en fait qui ont organisé ça. Et ça existe encore aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, la Mhm. PDC a été organisée pour permettre à des joueurs de pouvoir s'affronter également dans ce tournoi. Bah, du coup, Oui. ce qui amène justement à la création de deux circuits concurrents. Il y a un circuit WDF Mm. et un circuit PDC. Ouais. Donc un circuit, on va dire pro, mais le problème c'est que du coup il y a quand même du cash prize dans dans le circuit WDF. Donc les participants au circuit WDF sont quand même professionnels. Mais effectivement, le circuit PDC est vu comme un peu plus, comment dire, élitiste. Oui. C'est un circuit d'élite, Ouais. effectivement. Donc un peu plus prestigieux également. Pour autant, il y a de très très gros événements dans le calendrier WDF quand même. Donc, on n'est pas sur une division 1, division 2. On est sur une division 1, division 1 et demi, Mhm. quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense que le but des grands champions de WDF, c'est, je pense aussi, d'aller faire un petit tour en PDC et de montrer de quel bois on se chauffe. C'est ça. Exactement. Et comme tu l'as dit, donc il y a le championnat du monde, la PDC organise aussi la Première Ligue, l'UK Open, le World Match Play, le World Voilà. Grand Prix, le championnat européen. Alors, Alors, le World Grand Prix, tout ça, etc. On va dire, que c'est des tournées du Grand Chelem. Ouais. La Première Ligue, alors pour le coup, c'est vraiment un truc Mm. même carrément à part au sein même du circuit Tout à fait. de la PDC, Mm. parce que du coup, c'est une saison c'est un circuit dans le circuit où la plupart des tournois se font en Angleterre, sauf quelques-uns. Il y en a un à Cardiff, un à Édimbourg, un à Glasgow, un à Amsterdam, évidemment, Mm. et je crois un dernier à Berlin. Enfin voilà, je crois c'est le plus loin qu'on puisse aller des îles britanniques. C'est ça. Mais enfin, le reste du temps, il y a le reste de la saison mondiale. Donc c'est une sorte de saison super élite de la saison PDC en quelque sorte. Enfin, Exactement. c'est bizarre. C'est bizarre. Exactement. Du coup, par rapport donc à tout ça, voilà, c'est les plus gros championnats et c'est les plus grandes compétitions aujourd'hui qui existent pour voir des fléchettes de haut niveau. Et du Alors coup, si, oui, juste vas-y, une dernière dis-moi. chose. Ouais, Alors avant, ouais. je vais t'embêter encore un petit Ouais, peu vas-y. justement, Mm. puisque en fait on est sur, bah voilà, ça ressemble beaucoup au tennis, vous l'aurez compris, il y a une saison mondiale avec un ensemble de tournois, etc. Et au milieu de tout ça, contrairement au tennis, mais pour d'autres sports c'est le cas par exemple pour les sports d'hiver, puisqu'ils vont commencer bientôt les sports d'hiver. Vous avez justement pareil une saison mondiale avec des tournois, et au milieu de tout ça, vous allez avoir un championnat du monde. Sachant que, là pour le coup, nouvelle analogie avec le tennis, en fin d'année, traditionnellement, vous avez, la plupart du temps en tout cas, je pense que c'est quasiment le cas tous les ans, vous avez un Masters. Donc vous avez une sorte de grande finale de l'année en fait. Voilà, histoire de pouvoir donner, comment dire, de Un point pouvoir donner culminant à la une fin de la histoire saison. à la saison, Ouais. voilà en quelque Mm. sorte. D'accord. Très bien. Voilà. Alors du coup, quand on annonce ces compétitions, bah, la question qui se pose, c'est comment on les regarde, hein, où on voit ce sport en streaming ou à la télé en France. Eh bien, Alors, on va y répondre tout de alors, suite. en France, Bah, en France, il y a l'équipe TV en fait. non, c'est pas Si, vrai. il y a l'équipe TV. Et d'ailleurs, pas plus tard que dans 4 jours, ils vont retransmettre des matchs de la Première Ligue, Darts Première Ligue. Donc l'équipe Incroyable. TV va retransmettre. Et d'ailleurs, les prochains championnats du monde, pareil, hein, l'équipe est sur le coup. Hein, donc en décembre et en janvier, vous aurez des matchs de fléchettes sur l'équipe TV en clair sur votre grande télé. C'est cool quand On même. peut regarder ça autrement qu'à la télé anglaise, quoi. Bah, je crois qu'à Exactement. une époque, Eurosport les Oui, diffusait justement en français, ouais. ouais, Eurosport avait pas mal diffusé de sports qu'on appelle à nous insolites ou moins connus. Hein, Eurosport avec ça. Maintenant, c'est l'équipe TV qui reprend ce rôle-là. Et donc, ils diffusent les championnats du monde de fléchettes et la première ligue. Autre manière de voir des fléchettes, il y a également la chaîne YouTube de la Professional Darts Corporation qui permet de voir les meilleurs moments des matchs retransmis en différé. Enfin voilà, il y a tout ça qui est disponible, mais en anglais, évidemment. Et surtout, Sky Sports a Oui, dédié non une mais chaîne non mais entière Sky. aux darts. Donc Non il y a mais il y a une une chaîne chaîne entière de YouTube. Sky Sports au cricket, alors C'est vrai, pourquoi c'est pas les vrai. fléchettes? Et donc du coup, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Sky Sports Dart. Voilà, comme ça au moins on a posé le game
On est bien là. Abonnez-vous à Sky par tous les moyens d'une certaine façon. Exactement. Et là t'es dans le game. Donc voilà. Donc juste pour vous montrer un tout petit peu, là je vous montre Ouais, ici le carrément, je veux site bien. officiel de la PDC avec voilà comment ils ont classé tout ça en termes de vidéos. Et vous avez ensuite Sky Sport Start avec les meilleurs, avec ces belles bouilles de joueurs qui sont affichés ici. Et donc, il y a vraiment toutes les vidéos adéquates pour suivre le dart. Donc, si vous êtes anglophone, ben, n'hésitez pas à aller sur ces chaînes. Et puis, si vous êtes francophone, vous ne parlez pas anglais, attendez que l'équipe TV vienne vous diffuser ça très bientôt, hein, du coup. Puisqu'on est en fin de saison, bientôt. Et donc, les championnats du monde arrivant, ça va être des championnats du monde qui vont être mis en avant sur l'équipe Alors ça TV. dépend lesquels, parce qu'il y en a en avril, maintenant il y en a un en avril C'est et vrai, il y en l'autre a. est en fin d'année. Donc voilà, donc là c'est la WDF qui va organiser la sienne bientôt. Voilà où on peut voir tout ça. Donc, à différence par exemple de d'autres sports qu'on a évoqués les fois d'avant, ben, pour le coup, celui-ci, il y a une diffusion en clair de ce sport Est-ce qu'on en peut y France. jouer est-ce qu'on peut y jouer du coup, à Lyon sans nécessairement, enfin, je veux dire, évidemment qu'on peut y jouer à Lyon puisqu'il y a des bars et il y a des bars avec des cibles de fléchettes, mais est-ce qu'il y a des clubs? Bonne transition, cher ami. Effectivement, il faut aller sur le site de la Fédération française de darts. Oh! Évidemment. Donc, la Fédération française de darts est structurée pour accueillir des tournois, organiser des tournois Open Fédéral, tu vois, et la WDF World Cup, tu vois. Donc, ils sont actifs en France. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est d'aller voir donc les clubs. Est-ce qu'il y a des clubs? Et donc, on regarde les clubs. Hop. On va sur l'endroit où il y a les clubs. Et oui, il y en a partout. Bon, sauf sur la diagonale du vide, mais c'est la diagonale du vide. Mais globalement, à Lyon, oui, il y a deux clubs à Lyon. Si je peux Oh, zoomer dessus. 2 clubs! Il y a deux clubs à Lyon. Ouais. Et donc, si on zoome un peu sur Lyon, hop. Oui, parce qu'on le rappelle évidemment, cette émission est émise depuis Lyon, donc forcément, on prend cette ville comme exemple, mais c'est pareil, vous pouvez vous servir de cette carte interactive, bien entendu, pour regarder le club Hum. le plus proche de chez vous sur le site de la fédération, bien sûr. Donc, on a un club qui est le Lyon Darts Academy du côté de l'amphithéâtre des Trois Gaules, donc un peu du côté de la Place Satonnet, à côté de la Place Donc place Satonnet. Satonnet, exactement, tout à Et fait. tu as du côté du Jardin des Curiosités, le Darts Club des Gaunes. Donc du côté du quartier Saint-Just, pour ceux qui Exact. connaissent, Pour ceux effectivement, qui ouais, OK. connaissent, c'est du côté de Saint-Just. Il y a deux clubs voilà, qui existent. Mais en France, vous voyez que ça s'est finalement pas mal développé. Il y a C'est réservé aux Grenoble, collines, il en y a fait, dans hein. les Alpes. Ah, pardon. C'est réservé aux collines de Lyon, quoi. C'est ça, Il y en a exactement. il y a 2 collines à Lyon, il y a 2 clubs, Deux forcément, clubs, chaque colline, forcément. voilà. C'est ça. Mais il y en a dans les Alpes. Il y a Grenoble, par exemple. Il y a à Nice, à Marseille, enfin dans la zone de Marseille, autour d'Avignon, Beaucoup de dans l'ouest, hein. Montpellier. Beaucoup La de. Ouais, c'est vrai. proximité T'as avec vu, hein? l'Angleterre, quand même, se sent, hein. Oui, clairement. Clairement. Et dans le nord aussi, tu vois, il y en a un peu dans le nord. Mais tu as raison. Après, les Bretons aiment les fléchettes. Et à Paris, bien sûr, bah, Paris, de toute façon, Oui, voilà quoi, hein, et c'est le Grand normal. Est. Et le Grand Aussi. Est, ouais, il y a un club à Strasbourg, par exemple, et il y a d'autres clubs à droite, à gauche. Donc, les dates, vous pouvez en faire de manière, pas uniquement que de loisirs, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment intégrer des clubs pour faire des trucs un peu plus compétitifs, un peu plus, voilà, un peu plus en mode compétition. Et vous pourrez peut-être avoir le plaisir de rencontrer des légendes anglaises ou autres de ce sport, et même des légendes françaises, au travers des tournois qui sont organisés par la Fédération française de darts. Donc voilà, pour votre information. Donc pour le coup, pareil, à différence des sports qu'on vous a évoqués les dernières fois, les fléchettes, bah, c'est plutôt bien représenté en France. C'est plutôt Alors, pas mal. fédération française, donc, de darts et non de fléchettes, si vous cherchez, c'est ça? Oui, tout à fait. Faut pour OK. chercher Fédération française de darts. Exactement. OK. Voilà. J'en ai quasiment terminé. On va aller vers la dernière section habituelle de notre Zoom. On va parler de jeux vidéo et De de pop manga culture. animé, de pop culture. Exactement. Tu veux qu'on commence par quoi d'abord jeux vidéo ou tu veux qu'on commence par les mangas? On va évacuer, les jeux vidéo très vite parce qu'il y en a Vas-y. beaucoup. Oui, En c'est fait, vrai. s'il y a bien un circuit parmi les 2 circuits évidemment majeurs des fléchettes, c'est bien la PDC qui s'est, très bien organisée, qui s'est très bien vendue surtout et il y a assez régulièrement, alors assez régulièrement, je ne sais pas si c'est le cas tous les ans, mais en tout cas, on a assez régulièrement des jeux, estampillés PDC World Championship, que ce soit sur la PS3, PS4 et maintenant sur la Xbox One, je crois. C'était déjà le cas sur la Nintendo DS, ça c'est sûr et certain, parce que je l'ai vu, je l'ai eu entre les mains pour le coup. Et ensuite, par contre, je ne sais pas s'il y en a un sur PS5 là en ce moment, je n'en sais fichtrement rien. Par contre, effectivement, c'est une tradition qui remonte très loin, puisque déjà sur NES, vous aviez Magic Darts, qui était un jeu
de fléchettes donc sur votre bonne vieille Nintendo 8 bits. Et on peut aller encore plus loin, parce que si vous étiez dans les années 80 et que vous étiez possesseur d'Amstrad ou de Spectrum, ça tombe bien, l'Amstrad et le Spectrum, c'était les grands ordis du peuple, en quelque sorte, en France et en Angleterre. Eh bien, c'est logique, il y avait déjà, à l'époque, des jeux de fléchettes, notamment un qui était très connu, qui s'appelait 180, 180, Hmm, puisque c'est, bien entendu, je le rappelle, pour les deux du fond qui n'ont pas suivi au début de l'émission, le grand chelem, le maximum de points à obtenir. exactement. Et donc, du coup, oui, le jeu de fléchettes est assez largement représenté dans les Ouais. jeux vidéo. C'est quelque chose de. Bah, déjà, moi, ou en plus, ceux qui adorent Persona 5, dans Persona 5, t'as un mini-jeu Oui, qui est un jeu de fléchettes, qui respecte les règles du 501, donc autant J'ai dire. j'ai- j'ai même pas encore évoqué, enfin, j'ai même pas évoqué tous les mini-jeux Oui, au sein de jeux majeurs ouais, dans lesquels il faut envoyer des fléchettes d'une manière ou d'une autre, pour le exactement. coup. C'est clair. Donc les fléchettes, pour le coup, est pas du tout sous-représentées dans la pop culture. Il y a ça. Par contre, dans les mangas, il y en a beaucoup moins Alors, de mangas sur les fléchettes. Alors j'en ai retenu deux. Il y en a trois en fait, mais j'en ai vraiment retenu deux. quand même, Ouais, il y en a deux. Enfin, il y en a trois, ouais. Mais j'en ai deux. Un, je vais te partager ça à l'écran. Il y en a un qui s'appelle Enban Maze. Je vais pas rester trop longtemps. C'est une histoire qui a l'air de se raconter dans le monde des genres des fléchettes qui a. Enfin, non, qui raconte l'histoire d'un héros qui, pour affronter un percepteur de dettes impitoyable, va utiliser les fléchettes pour rembourser des dettes. Voilà. Donc là, les fléchettes en sont plutôt utilisées dans son univers, on va dire un peu back, enfin ouais, c'est le un ressort peu, scénaristique, c'est c'est pas le ça. point central, quoi, C'est pas le voilà. point central, etc. Et en plus, il a duré très peu de temps. Hein. Ça fait 30 chapitres, donc c'est assez court finalement. Et l'autre manga qui continue pour le coup, qui s'appelle Double Bull, qui est sorti Oh, c'est en mignon. 2020 et qui est encore en cours aujourd'hui. Et là, alors on va dire que ça, j'ai lu les deux premiers chapitres, parce qu'il y a quatre Ok. chapitres en anglais. Et pour le moment, quand on démarre le truc, ça ressemble à des idoles qui jouent aux fléchettes. Donc ça fait un peu Ah, bizarre. Donc c'est la ah jeune oui, étudiante Tsudamichi qui est à la recherche d'un passe-temps dans lequel elle peut donner le meilleur d'elle-même. Et en fait, elle a tout essayé, le jardinage, jouer aux instruments, jouer au shogi, faire du dessin, faire du chant. Ça lui plaît pas du tout. Ça lui plaît pas. Et jusqu'à ce qu'elle, en fait, elle se balade dans un endroit et dans un endroit de loisir, en fait. Et elle renverse son contenu de bubble tea sur un host, en fait. Et le host lui dit non, mais tu as renversé sur mon costume, ça coûte 100 000 yens, faut que tu rembourses ce truc. Et bon, bah elle est un peu toute penaude, elle fait j'ai pas fait exprès et tout. Et donc, du coup, il lui dit bon, il est sympa, quoi. Le host est plutôt sympa. Il lui fait allez, moi je suis passionné de fléchettes, est-ce que tu peux me rembourser en faisant une partie de fléchettes? Et en fait, elle est très forte aux fléchettes, bien entendu. Sinon, il n'y aura pas d'histoire. Et donc, elle a découvert sa passion et on va suivre l'histoire de cette jeune fille les au animés monde de des fléchettes. passion, c'est tellement ça, quoi. C'est exactement ça. Et bien sûr, comme par hasard, elle se retrouve dans un lycée où il y a plein d'autres joueuses de fléchettes, comme de par hasard. Il y a Euh, tout un gang des il y a tout ce fléchettes qu'il pile poil à ce faut. moment-là. Oh, bah alors, quelle Ah, surprise! mais quelle surprise, c'est incroyable. Surtout qu'au Japon, je suis pas sûr qu'il y ait autant de clubs de fléchettes dans les lycées. Hein. Mais bon, c'est pas grave, mais c'est C'est juste pour normal. développer une histoire. Et donc, pour ceux qui aiment les filles kawaii, parce qu'il y en aura beaucoup, hein, et les fléchettes, vous êtes servis. Mais pour le coup, les fléchettes sont bien expliquées. C'est-à-dire que l'explication des règles du jeu sont plutôt très claires, sont très pédagogiques. Donc l'avantage, c'est que si vous connaissez pas les fléchettes et que vous voulez un peu le découvrir de manière un peu manga et un peu justement ludique, et apprendre les règles au travers d'une histoire, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, c'est bien posé, c'est bien expliqué. C'est donc une bonne manière d'apprendre les règles de manière extrêmement ludique. Mais sinon, ouais, ça commence un peu, l'histoire commence un peu comme les idoles et les fléchettes, hein, faut se l'avouer. Ça fait vraiment ça. Parce que tu as tous les stéréotypes féminins de la fille aux cheveux longs mystérieuse, de la tsundere avec les cheveux courts. Enfin bon, c'est la totale, quoi. C'est la totale des stéréotypes. Voilà pour ma part. Bon, bah, Eh bien, du coup, je crois qu'on a fait le tour habituel de toutes les thématiques c'est dingue autour ça. d'un sport Où en insolite. est-on? On a fait le tour et donc je te propose de passer à la section habituelle, la deuxième partie de notre podcast, c'est-à-dire l'actualité, coup de cœur ou coup de gueule de Léo et de Damien. Tu veux commencer ou je commence? Ah bah c'est moi qui ai commencé la fois d'avant, vas-y. Alors moi ça va être pas long mais ça je vais faire un peu le tour parce que bah, l'actualité est ce qu'il est. On va parler de quart de finale de Coupe du Monde de rugby. Ah, Évidemment, évidemment, évidemment. évidemment. Alors pour être très synthétique, parce que je vais pas m'éterniser sur un match que vous devinez bien de celui que je vous résumais, hein, Vu qu'on a pour perdu, il ne faut pas chercher plus loin donc. voilà, j'ai résumé les quatre matchs comme ça.
un renversement, une malédiction, une fébrilité, une désillusion. Voilà, j'ai résumé comme ça. Un renversement, c'est l'Argentine qui a finalement battu le Pays de Galles 17-29. Et en fait, les Gallois ont vraiment dominé la première mi-temps, mais ont été assez maladroits en fait. Ils auraient vraiment pu marquer plus de points. Et finalement, Ils ont c'est déjoué ensuite. ouais. Et du coup, c'est les Argentins ensuite qui a finalement renversé la vapeur et a finalement crucifié les Gallois, notamment sur un dernier essai, sur une interception qui leur a fait très 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 mal. Hein. C'était assez difficile à voir pour eux. Et il y a une petite anecdote cocasse. Oui, cette semaine, je vous raconte plein d'anecdotes cocasses. Monsieur Paper, l'arbitre de cette rencontre, a dû être remplacé par le Oui, quatrième arbitre, il s'est blessé. puisqu'il s'est Oui. blessé au plein milieu de la première mi-temps. C'était assez cocasse. Et ensuite, on a une malédiction, parce que l'Irlande n'y arrive toujours pas. C'est dingue, hein. C'est dingue. Première Et d'un nation rien. mondiale, enfin, ils dominent parce que la France est vraiment une forte équipe, mais pour le coup, l'Irlande est vraiment, vraiment très forte, hein, pour le coup. Et malgré ça, contre la Nouvelle-Zélande, ils n'y arrivent toujours pas. Toujours pas. Et vraiment, 24-28, ils vraiment, perdent. voilà, ça s'est joué d'un rien. Bon, ben, Bah, c'était surtout un match magnifique. magnifique. Enfin, moi, j'ai regardé le match, c'était vraiment très très beau. C'était un haut niveau de rugby. Les All Blacks commencent 13 points en 21 minutes, puis ça répond pas. Les Irlandais répondent par un essai transformé, une pénalité. Ça repart derrière avec les All Blacks. Enfin, c'était incroyable comme niveau qu'il y a eu dans ce match. Et puis finalement, c'est les All Blacks qui marquent un essai de plus, puis une pénalité. Et l'Irlande tente de revenir, mais c'est trop tard. Et donc, voilà. C'est la malédiction. Ils ne sont jamais arrivés à passer le cap des quarts de finale. Jamais, jamais, jamais. Et c'est Ouais. fou. C'est fou. Parce que cette année, on croyait que ça allait être eux qui allaient aller en finale, voire gagner la Coupe du Monde. Même. Sinon, moi, c'était la France, mais c'était plus que possible, vu que comment ils étaient très très forts. Ça pouvait être leur année, quoi, clairement, oui, oui. Exactement. Une fébrilité parce que les Anglais étaient face aux Fidji, ils gagnent 30-24 et finalement, alors c'est très Ils emmènent pas large. paradoxal, hein. Ils emmènent pas large. Pas trop, non. Et surtout, finalement, c'est très paradoxal, mais des équipes des nations du Nord, c'est probablement la plus faible qui a passé l'écart, qui se retrouve en demi. C'est le hasard voilà, du Après, tirage au c'est les sort. tableaux, hein, ils C'est ont été ça, le passés. tableau. Et finalement, ils ont marqué deux essais au tout début. Les Anglais ont plutôt bien dominé la rencontre au début. Jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de suffisance. J'ai eu l'impression, en fait, quand j'ai regardé le résumé, parce que j'ai pas pu voir le match en direct, on a eu Hmm. l'impression qu'ils étaient un peu suffisants, ce qui est quand même pas normal vu l'état dans lequel ils sont. Hein. Le rugby anglais est vraiment pas bien en ce moment. Et ils étaient Les au bord de moyens. l'apoplexie quand les Fidjiens ont finalement marqué leur troisième essai à la 68e. Et en fait, très globalement, ce qui a manqué aux Fidjiens, c'est un botteur. C'est un buteur. C'est Oui, tout ce qui manque, parce qu'ils ont manqué un nombre incalculable de pénalités, de transformations. S'ils avaient eu juste un botteur un peu potable, ils auraient clairement pu battre les Anglais, hein, c'est sûr et certain. Donc, clairement. finalement, les Anglais s'en sortent très bien. Ils vont affronter les vainqueurs de nos bourreaux. Enfin, pardon, les vainqueurs de nos bourreaux. Nos bourreaux, tout court, Bah, pardon. oui, c'est ça. Nos bourreaux, les Sud-Africains qui ont éliminé malheureusement la France dans. Moi, j'appelle ça un match de boxe. Je sais pas comment tu as vu perçu le match. C'est un Comment match de j'ai perdu boxe. le match? Très très mal. J'ai vraiment serré les dents pendant tout le match. Mm. J'ai pas reconnu les équipes, quoi. C'était affreux à voir. Pour le coup, j'ai vraiment détesté ce match, en fait. Oh, après, moi, je suis fan de la France, donc du coup, j'ai pas détesté le match. Par contre, ça faisait vraiment match de boxe. Ça rendait coup pour coup, en fait. C'était un essai d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre, puis un essai, puis de l'autre. Sur maladresse régulièrement d'une des deux équipes, hein, finalement. Hein. Les essais ont été plutôt marqués sur maladresse de l'une ou de l'autre. Mais globalement, c'est une grosse désillusion pour la France parce que déjà, c'est à la maison. On a récupéré Dupont qui a plutôt bien joué en plus. Hein. Dupont était plutôt, malgré sa blessure, était vraiment dans le match. Mais finalement, l'Afrique du Sud a tactiquement mieux joué parce que sportivement, c'était bof. Mais tactiquement, ils ont été meilleurs que nous parce qu'ils ont su faire une tactique, je dirais, première mi-temps plutôt, je dirais, à l'anglaise avec des coups de pied, enfin des ballons hauts au pied qui a déstabilisé en fait la défense française. Et une deuxième mi-temps où on a retrouvé l'Afrique du Sud, qui est une Afrique du Sud rugueuse, extrêmement physique, qui a complètement concassé les Français au bout d'un moment. Et finalement, les Français se sont fait tout simplement avoir par les Sud-Africains pour moi, mais globalement. Moi, en Et par fait, l'arbitre en partie, mais je ne parlerai pas d'arbitre.
J'ai envie d'en Alors, parler. moi j'ai pas reconnu, oui, alors on peut parler de l'arbitrage effectivement, il est complètement aux fraises. Oui. Par contre, c'est pas ça qui fait que les Français perdent le match. Mais il y a surtout en fait, pour moi j'ai reconnu aucune des 2 équipes. Si sur la fin éventuellement, oui, ça je suis d'accord, effectivement, on a retrouvé l'Afrique du Sud. Mais la pour la plupart du match, j'ai pas reconnu les Français. Je les ai trouvés fébriles, hésitants, à vouloir se compliquer la vie, à essayer de faire des passes, en essayant de sauter deux trois joueurs, à être vraiment beaucoup trop compliqué dans la manière. Tout ça avec une prise de balle qui était pas la meilleure en plus de ça, donc c'est un jour sans, donc bétonne, enfin je veux dire, il y a un moment donné en fait, et il y a quand même 2 mi-temps pour le coup, donc une première mi-temps, je peux comprendre qu'on soit fébrile et qu'on n'arrive pas à se trouver comme il faut, ou qu'on n'arrive pas aussi à se sortir mentalement aussi des décisions arbitrales, il y a pas de souci. Simplement, il y a une deuxième mi-temps derrière, et là par contre, non, faut jouer, enfin, il y a un moment donné, en fait, enfin, ils sentent le moment et c'est pas à nous, spectateurs, de voir ça. C'est eux qui sont sur le terrain, ils le savent encore beaucoup mieux que nous. Et du coup, en fait, enfin, ils sont repartis avec les mêmes hésitations et j'ai pas compris. Alors qu'en face, en face, c'est pareil. L'Afrique du Sud, c'était pas l'Afrique du Sud qu'on connaît. C'est une Afrique du Sud qui procédait tout le temps en contre. Alors évidemment, ils ont eu quelques petits coups de pouce du destin. Et là, je parle pas de l'arbitrage. Le rebond du ballon qui arrive pile Mm. poil Ouais. dans les mains de Colby, comme si c'était un bébé venu au monde. Je veux dire, bon, ça, c'est des choses qui n'arrivent jamais, et c'est aussi le côté, comment dire, aléatoire, le principe même du ballon de rugby pour le coup. Donc ça peut très bien rebondir n'importe comment, comme ça peut rebondir exactement où il faut. Mais c'est pas l'Afrique du Sud que je connais, ça. C'est une Afrique du Sud de ric-rac, qui s'accroche aux branches pour pas tomber. Enfin, voilà. Il se faisait boxer, quoi. Et vraiment, j'ai apprécié aucune des 2 équipes. J'ai vraiment pas apprécié ce match, quoi. Je me suis dit: «Attends, c'est France-Afrique du Sud. On va avoir une équipe talentueuse, la meilleure génération depuis des lustres, de la France, face à une équipe qui est rugueuse, qui joue, et en plus de ça, qui a réussi à trouver plus ou moins, puisque quand même champion du monde en titre, Mm. a réussi à trouver le compromis, en tout cas, entre rugueux et jeu». Et ben, je m'attendais à de belles phases de jeu pour le coup. J'ai pas eu droit à ça, mais donnez-moi un vrai match, rendez-moi mon match en quelque sorte. Ouais, ouais, je sais pas, j'ai pas eu mes sentiments. Moi, globalement, je suis plutôt d'accord sur la fait que la France a été très maladroite, notamment un de Jalibert. Ouais, de Jalibert où il a une pénalité dans son camp, il peut récupérer la balle, bah, il fout la touche, non, il fout un coup de pied et il tire en arrière. On n'a pas compris. Et l'autre, je crois que c'était Ramos qui a complètement dévissé quelque chose. Enfin, je crois que c'est Ramos qui avait dévissé une pénalité qui nous empêche de marquer 3 points. Donc c'est très compliqué, c'est très difficile. Après, je vais quand même revenir sur l'arbitrage, parce que c'est très rare que je me plaigne d'arbitrage, je suis plutôt respectueux de l'arbitrage, je trouve qu'il fait partie du jeu, et surtout, c'est surtout le fait qu'un arbitre peut se tromper. Mais là, quand même, il y a eu 3 fois, mais 2 fois surtout, il y a 3 fois où je me suis bien énervé contre l'arbitre, mais 2 fois sûr. Il y a clairement en avant volontaire sur un moment du jeu en première mi-temps. C'est absolument indéniable, et l'arbitre ne fait même pas l'appel à l'arbitrage vidéo pour vérifier que ça part en arrière, parce qu'il affirme que c'est revenu en arrière. Mais pour le coup, je vois pas pourquoi ça ne doit pas être revu à la vidéo, mais ça n'a pas été revu à la vidéo. Et le deuxième, c'est Colby, quoi. C'est inadmissible que Colby soit autorisé à empêcher la transformation de Ramos. C'est inadmissible. Parce qu'on voit absolument clairement qu'il est parti bien avant qu'il s'élance Ramos. Et on n'a pas revu la vidéo non plus. Donc c'est pour moi un arbitrage, je suis d'accord avec Dupont, c'est un arbitrage qui n'est pas digne d'un quart de finale de Coupe Qui du est Monde. clairement pas digne. Mais de toute façon, Et ça aurait voilà. été le même. Alors, que ce soit pour Angleterre-Fidji, que ce soit pour n'importe quel autre match, l'arbitrage n'était pas au Non, niveau. Je veux dire, l'arbitrage c'était, n'est pas au niveau. Ouais. c'était pas du tout. C'est comme, alors, on avait, pour le coup, le rugby découvre aussi maintenant les effets de la télévision sur les mauvais arbitrages, puisqu'il y avait par exemple
Il y a 20 ans, on avait le même scandale dans le football, avec notamment un arbitre qui s'appelait Eddy Maillet, qui était un arbitre séchellois et qui profitait aussi des places allouées à tel ou tel continent où le football était émergent pour dire hey, regardez, je suis le plus expérimenté, un peu mon neveu, puisque tu es très très mauvais, mais par contre tu es le seul. Et donc du coup, malheureusement, il s'est retrouvé, je sais pas s'il s'est pas retrouvé aussi dans un scandale de match truqué derrière, mais globalement, en fait, bah, il était là parce qu'il était le seul. Et du coup, il s'est retrouvé à arbitrer des matchs de très haut niveau qui sont bien au-delà de sa compétence à lui. Et au kiff, ben, c'est qu'il est néo-zélandais, il y a un quota de néo-Z, et ben écoute, il est là. Voilà. Mm. Ouais, ouais, puis surtout, non, et puis le problème que j'ai constaté dans ces Coupes du Monde, c'est qu'avec l'arbitrage vidéo, mais au sens support, c'est-à-dire qu'en fait l'arbitre peut s'appuyer sur l'arbitrage vidéo, qu'il appelle si il y a un souci. En gros, si l'arbitrage vidéo constate quelque chose, il appelle l'arbitre central pour lui dire il y a quelque chose que tu devras voir, je vais te montrer les images, etc. Du coup, moi je trouve que ça rend l'arbitre complètement ça rend responsable de Mhm. l'arbitre central. Parce qu'en gros, il dit bah, de toute façon, si je manque quelque chose, t'inquiète, il y aura l'arbitrage vidéo. Et pour le coup, du coup, ouais, ça ne fait pas augmenter le niveau des arbitres. La manière de procéder comme ça. Je préfère largement la manière dont le football américain gère l'arbitrage vidéo, où c'est l'arbitre central qui décide en disant je fais appel à la vidéo parce que je suis pas sûr. Je prends la responsabilité de regarder la vidéo parce que j'en suis pas sûr. C'est beaucoup mieux de faire comme ça parce que, encore une fois, C'est le cas aussi pour le foot, j'ai horreur de le la foot à dilution de l'anglais, on va dire. responsabilité. Moi, j'ai horreur personnellement de la dilution de responsabilité. C'est un truc que je déteste parce que c'est idéal dans des conditions comme ça d'avoir des gens qui se dédouanent. C'est-à-dire les mecs, non mais vous voyez, c'est pas ma faute, c'est l'arbitre vidéo, c'est pas moi. Et l'arbitre vidéo fait, bah c'est l'arbitre central, c'est lui comme qui juge. Et du coup, personne n'est responsable. C'est la faute de personne, donc c'est ridicule. Bien. Transition dans ce cas-là. Ah, vas-y. Alors, transition, ma petite info, elle sera beaucoup plus courte. C'est l'annonce des nouveaux sports pour les Jeux Olympiques de 2028 à Déjà? Los Angeles. Le retour des JO à Los Angeles pour la troisième fois, mine de rien. Ils ont Euh, déjà annoncé les sports. ouais, ça y est, Ah ils ont ouais. annoncé les sports spécifiques et slash de démonstration. Ouais. Voilà. Nous, on avait le breakdance, on avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Enfin bref, Le surf, on non? a nos sports pour 2024. Pas le surf, non? Non, le surf, il est dans le programme normal. Ah ouais? Ok. Par contre, les Américains, eux, ils font arriver en fanfare le flag football. Et quand je dis en fanfare, c'est qu'il y a masse de clips sur les réseaux sociaux de professionnels de la NFL qui viennent soutenir justement l'initiative d'introduire le flag football, garçons et filles, il me semble, Attention, aux t'es obligé Jeux d'avoir Olympiques. mixte, non? T'es obligé d'avoir mixte, non? De toute Hein? façon. T'es obligé d'avoir un sport féminin, masculin, enfin une discipline masculine, féminine, non? T'es obligé. Eh ben, alors, c'est qu'il y a le retour du baseball slash softball. Donc le baseball féminin n'y est toujours pas, Non. mais le softball masculin non plus. Donc baseball pour les garçons, softball pour les filles. Ouais. Bon, toujours le même ticket. Et donc il revient 8 ans après. Pour le coup, ça a été le cas aussi à Tokyo. C'est vraiment un sport qui est dans la balance. Hmm. Et on pourra en parler, ça ferait une émission entière sur ça. Et c'est passionnant comme sujet. Mais le fait est que, effectivement, c'est toujours le double ticket. On a aussi l'arrivée du cricket. Oh, c'est vrai. Aux JO aux États-Unis pour le coup. Ouais. Il y a une ligue de cricket qui s'est montée justement cette année aux États-Unis. Et alors deux derniers, on a le squash. Ok. Ok, bon, pourquoi pas, parce Pourquoi? qu'après tout, le squash, on en parle relativement peu, mais c'est comme le tennis, c'est comme le badminton, ou c'est comme beaucoup d'autres sports aussi qui fonctionnent avec des tournois. Bah, vous Bah, avez un circuit mondial en bonne et due forme, que je sache. le gros sport à raquette qui monte, c'est le paddle, hein, derrière le Pour l'instant, squash. c'est pas Non, non, encore c'est pas assez. encore, mais je veux dire, ça monte, hein. Ça monte vraiment en puissance. Voilà. Ça monte, on le voit dans certains jeux, Ouais, notamment régionaux, les tout à jeux fait. panaméricains, je crois, Tout à fait. ils faisaient mention. Hmm. Les jeux asiatiques du mois dernier, justement, de début de mois, justement, il me semble qu'il y avait du paddle. Mais ça, pour l'instant, c'est vraiment en Non, non, test, parce que c'est comme les fléchettes, c'est vu comme un sport de loisir, en fait. Ouais, tout à fait. Mais il y a un vrai circuit, pour le Ouais. coup. Et on va tourner. Et enfin, le dernier sport, le lacrosse, Oh, que c'est nous avons vrai! couvert dans notre première émission. Il faudra qu'on le refasse parce que le son était pourri, hein, je t'ai te dire. Je Ah pense qu'on mince. le fera à l'occasion justement peut-être de présenter ça avant les Jeux de Paris pour faire les sports olympiques insolites. On fera ça. Le lacrosse ou C'est la excellent. crosse, c'est comme vous voulez d'ailleurs, vous le prononcez dans les 2 sens. Et donc voilà, Incroyable. le lacrosse qui sera donc aussi présent aux Jeux olympiques de Los Angeles.
Et ça n'est que justice, vu l'épisode qu'on vous a raconté effectivement avec la progression, notamment au niveau universitaire, de ce sport, ça n'est que justice. Mm. Après, en sport universel, on a vu mieux, mais bon, après, ça se Ah bah, c'est développe. le sport universitaire hype en ce moment, en tout Après, ça se cas. développe, voilà quoi. Ah ouais, Toujours. ça se développe à mort. Puis ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui choisissent les sports qui vont présenter les jeux là-bas. Ah bah bon, Oui. ils ont choisi les sports qui, soit qui veulent développer, soit qui est populaire chez eux. C'est logique. Le flag football quand même. Bon, on en parlera du flag football. Je Bah, sais le pas si. cricket, par contre, alors tu viens de me dire ça, mais en même temps, je pense au cricket, c'est exactement pas du tout ça. Ah non, c'est pas du tout ça, non, c'est sûr. Mais si tu me dis qu'ils essaient de développer une ligue, c'est pas pour rien, je pense. Il y a une idée Oui, derrière la tête, je pense. Il y a une il y a idée derrière une la ligue tête. aux États-Unis, il y a une ligue au Canada. Alors le Canada, c'est un petit peu Universel, plus ouais. normal puisqu'il y a une très très grosse communauté d'Asie méridionale en général. Hein, je veux dire, Paki, Indien, Bangladais, à Toronto notamment, en Ontario, à Vancouver aussi. Notamment, je l'avais dit et je le redis, hein, quand vous avez des lutteurs indiens à la WWE, l'AEW, enfin bref, dans un circuit de catch, ces Indiens-là ne sont pas indiens, ils sont indiens de Toronto généralement. D'accord, c'est Voilà. noté. Bon, bah, ça va être intéressant parce que ça va nous inspirer de quelques sports, en fait, pour nos émissions, ces petits sports-là. Ça va être pas mal. D'ailleurs, cricket, ça fait partie du programme, je te rappelle. Hein. On va en parler à un moment ou à un autre. Hein, On en bientôt. parlera, il n'y a pas de Bientôt. souci. Et d'ailleurs, On a 2 ouais, heures pour ça, pour mec. faire le distinguo entre les différentes Alors, règles et tout. je veux pas faire aussi long je veux pas faire aussi long que le sport lui-même, tu vois, en termes de durée de jeu. Donc, on va éviter de durer trop C'est longtemps. ça. D'ailleurs, bonne transition. Du coup, on va annoncer, après avoir parlé de cette actualité, l'épisode suivant. Damien, on va parler de quoi dans l'épisode suivant? Eh bien, on va balayer devant notre porte. Enfin, pas devant la nôtre, parce que nous, on n'est pas bon. Le curling, évidemment. On va balayer de votre porte, cette expression. Effectivement, on va parler de curling. L'hiver arrive, on sait pas encore devant notre porte, mais l'hiver arrive. Et donc on s'est dit que ça peut être pas mal de parler de ce sport olympique, pour le coup, Ah sport oui. olympique. Et on vous racontera donc les règles de ce sport et puis tout ce qui tourne autour du curling, ce sport de balayage, on peut appeler ça comme ça, qui est pour moi le sorte de pétanque version glace. Moi, Oui. j'appelle ça comme ça. Ah oui, non, mais clairement, c'est complètement ça. Mm. Après, évidemment, ça ne se limite pas à ça, Non, mais oui, oui, globalement, si vous ne connaissez pas, c'est clairement du pétanque sur la glace. C'est-à-dire que il y a une cible, faut aller le plus près, et après, on peut broder autour. Hein, c'est voilà. ça. Mais voilà, c'est la base de la base. C'est la base de la base. Et donc voilà. Du coup, Damien, on parlera de ça dans 2 semaines, de curling. Et donc, je vous rappelle, chers auditeurs, spectateurs, viewers, que vous pouvez retrouver donc le replay de cet épisode sur YouTube et les anciens épisodes sur YouTube. Vous pouvez retrouver bien sûr toute la version audio de ces podcasts en version intégrale, c'est-à-dire vraiment avec l'heure et demie de l'épisode et des versions découpées pour que ce soit plus digeste au niveau de l'écoute. Et vous pouvez nous retrouver Oui. sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ça. Et d'ailleurs, bientôt Blue Sky, parce que ça va être l'alternative de Twitter. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour parler de curling. Damien, merci. Merci à toi, merci à vous. Et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Tchuss.